Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le professeur Eugène Baniakou Loapé, ancien juge constitutionnel et professeur d'université, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes auteur de cet ouvrage intitulé Perversion du jeu démocratique congolais par les méga groupements politiques, inconstitutionnalité et disproportionnalité du poids politique. C'est ça? Oui, madame. Alors, partant de cette analyse, une de vos remarques, vous dites que la crise politique qui s'est installée ou manifestée en 2020 avec les changements brusques de la majorité parlementaire issue de la coalition FCC-Cash, mue en une majorité de l'Union sacrée pour la nation et les résultats de fraudes massives opérées dans les nombreuses circonscriptions électorales pour accorder une majorité factice par l'octroi de la totalité ou de la quasi-totalité des voix des listes respectives aux candidats de leur choix. Comment expliquer cela? Oui, madame, je voudrais vous remercier et vous faire remarquer que ça ne fait pas l'objet de l'actualité, comme c'est le cas sur l'accord politique ou l'accord de gouvernance. Puisque là, moi, j'ai écrit en 2021 où j'ai relevé que les élections étaient entachées de beaucoup d'irrégularités, dont la première, c'est que dans un mode de scrutin proportionnel au plus fort reste, lorsqu'on a une liste ou plusieurs listes, vous ne pouvez pas accorder de voix à une seule liste. Et ce qui s'est passé en 2018, donc je disais que le débat sur l'accord politique ou la gouvernance, c'est un débat qui engage l'auteur, celui qui a dit ça. Et donc ça engage sa responsabilité pénale peut-être, puisqu'il s'agit quand même d'une déclaration portant sur son serment. Je considère que c'est quand même une responsabilité pénale que je veux porter dans ce débat d'actualité. Mais moi, je suis dans un autre débat que je considère comme un crime contre la démocratie, c'est-à-dire le fait qu'en 2018, les législatives qui sont la base démocratique ont été, je dis pas victimes, mais ont été soumises à des fraudes massives qui ont fait que déjà la majorité était entachée d'irrégularités. L'ancienne majorité qu'on appelait FCC Cash, puisque les comptages de voix étaient que on avait 61 députés qui avaient la totalité de voix, 69 pardon, 69 députés avaient la totalité de voix de leurs listes respectives. C'est anormal. Mais pourquoi en parler maintenant? J'en parle maintenant puisque l'ancienne CENI semble oublier qu'une pareille faute, ça peut nous poursuivre pour 50 ans. Puisqu'on ne peut pas, aux prochaines élections, dire à ces candidats qui ont eu la totalité ou la quasi-totalité de voix que maintenant vous avez échoué. Et ça peut créer des frustrations et des tensions. C'est comme ça que j'ai voulu prévenir que la base de la crise politique, ça se situe à ce niveau. C'est au niveau des élections de 2018. Alors, vous l'avez relevé tantôt, mais comment expliquez-vous que sur 500 sièges requis à l'Assemblée nationale, 69 candidats élus aient obtenu la majorité de voix de liste sur leurs listes respectives? Ouais. Ben, il n'y a pas une autre explication qu'une fraude.
puisque le mot de scrutin au plus fort reste, signifie que lorsqu'on a un quotient électoral, une liste a été un quotient électoral, on donne le nouveau siège, le prochain siège, pardon, à la prochaine liste qui est proche de ce quotient. Or ici, je ne sais pas par quel calcul la CENI précédente a fait plutôt, que d'attribuer la totalité, c'est pas comme vous l'avez dit la majorité, mais la totalité de voix. Et 69 députés. Si vous ajoutez aux 187 qui ont eu la quasi-totalité, ça veut dire entre 80 et 95%, c'est-à-dire vous vous trouvez dans une majorité déjà déclarée de 257 députés. Et si nous voulons bien expliciter, c'est-à-dire que la majorité était préfabriquée, était déjà installée, et qu'il n'y a pas un critère technique qui peut expliquer dans un mode de scrutin proportionnel qui peut expliquer un pareil fait. Donc vous essayez de dire qu'il y avait une fraude déjà bien préparée, établie, tout consort. Une faute, madame, puisqu'il s'agit de fraude massive, et plus qu'une faute, c'est un crime contre la démocratie. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, si je comprends bien les discours actuels qui parlent de l'accord politique ou, disons, de l'accord de gouvernance, ça a été préparé à l'avance. C'est-à-dire, nous allons avoir la majorité et le président qui vient, qu'importe le nombre de voix, sera bien obligé de composer avec cette majorité. Et c'est ça qui a fait que on ne peut pas parler, comme il a été dit, d'un deal politique. Non, ici, ce n'est pas un deal politique, c'est une préparation à la fraude, ou une fraude déjà réalisée. Et qui fait que, vous allez voir, nous avons passé pratiquement 2 ans avec une majorité factice et qui a eu l'implication sur la composition du gouvernement avec la rébellion de certains ministres qui étaient dans la majorité contre les chefs de l'État. Mais donc, en d'autres termes, vous essayez de dire que ces élections n'étaient pas vraiment transparentes, non? Non seulement transparentes, puisque quand on parle des élections transparentes, ça signifie qu'il y a eu un contrôle. Ici, les chiffres indiquent qu'il n'y a pas eu de contrôle, c'est-à-dire on a attribué. Et le comble, c'est que les provinces bénéficiaires, où pratiquement tous les députés ont eu la totalité de voix, c'est le Bas-Ouélé, c'est le Haut-Ouélé et c'est la Tchopo. Et comment comprendre cela, seulement cette contrée-là? Bon, si avec le recul maintenant, on peut dire que les auteurs ou l'auteur avait déjà préparé sa présidence. L'auteur ici, on fait allusion à qui? Je ne voulais pas citer le nom, mais honnêtement, c'est l'ancien président de la CENI. Corneille Nangaa? Oui, qui, vous l'avez cité, qui a préparé une base pour dire que si ce député passe aux prochaines élections, il y a plus de possibilités, puisque madame, je ne sais pas, dans l'ingénierie électorale, si vous pouvez expliquer à un député qui a eu 100% de voix, aux prochaines élections, vous dites qu'il a échoué, il n'a pas eu de voix. C'est déjà politiquement
une incohérence. Donc, vous essayez de dire que Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, serait à la base ou à la cause de cette fraude C'est lui que qui vous est... dénoncez maintenant? C'est pas lui, c'est la CENI qui est l'auteur de la crise, la CENI précédente, qui est l'auteur de la crise. Et je vous l'ai dit, moi je ne suis pas sûr que les prochaines élections vont se passer sans qu'il y ait cette référence frauduleuse. C'est-à-dire, vous avez une majorité. Et d'ailleurs, la crise qui est intervenue avec le changement de la majorité, si vous l'expliquez ça de manière un peu scientifique, c'est-à-dire que les autres députés qui étaient sur la liste, qui sont passés vraiment presque à la limite, ils ont protesté contre ceux qui avaient la totalité des voix. Et c'est ainsi qu'ils sont allés si facilement dans une nouvelle coalition qu'ils appelaient l'Union sacrée pour la nation, où ils estimaient que c'était mieux que les FCC, où on avait attribué de manière un peu frauduleuse de voix à des candidats de leur choix. Ou bien, pour mieux dire, des candidats proches de l'ancien pouvoir. Et ça, madame, ce ne sont pas des choses, bon, nous sommes en Afrique, comme on peut le dire, mais ce ne sont pas des choses qui se réparent comme ça en 5 ans. Il faut attendre, bien que dans la pratique congolaise, non seulement les anciennes élections, mais les nouvelles élections de 2006, 2011, 2018, on a remarqué que les élus, ils ne reviennent qu'à 20 à 25%. Tous les autres, ils partent. Donc ici, on risque d'avoir plus que 25% des gens qui vont contester les élections d'office. Pourquoi? Parce que le départ... Ah oui, parce qu'il y a une barre de référence. Et moi, à côté de cet ouvrage, je fais une publication pour voir non seulement au niveau du territoire, qui est la circonscription, mais au niveau des secteurs et des groupements, pour démontrer que nombreux élus n'appartiennent pas au groupement, du moins démographiquement élevé. Et ça, cela veut dire que quelque part, soit il y a eu un forcing, soit les autres, puisque le vote est quand même socio-ethnique, c'est qu'il y a eu quelque part une fraude qui s'est manifestée. Je crois que c'est quand ils sont entrés au Parlement qu'ils ont remarqué qu'une majorité s'imposait et qui n'était pas nécessairement la majorité voulue par la plupart d'élus. C'est la seule explication qu'on peut expliquer, qu'on peut donner, pardon, à la majorité factice qui s'est, en une semaine, je vous dis, moi, je ne sais pas comme vous avez assisté aux consultations, en une semaine, la majorité est tombée. Ce n'est pas normal. Alors, vous dites encore que 187 autres candidats élus ont gagné presque la quasi-totalité des voix des listes de leurs regroupements politiques respectifs. Ouais. Comment? Ben, ça dit que j'appelle quasi ce que j'ai relevé dans l'ouvrage, c'est pratiquement entre 80 et 85% de voix des listes. C'est pas normal quand même. Vous êtes dans un mode de scrutin proportionnel. Peut-être les gens ne comprennent pas ce que c'est au plus fort reste. Nous y reviendrons un moment pour oui. Donc moi je crois expliquer. Que déjà d'office, et la première, je peux dire, remarque ou la première indication que je peux faire, c'est pas normal. Ça c'est problème. Dans un mode de scrutin au plus fort reste, puisque dans ce mode de scrutin, encore, il faut demander
à la CENI précédente, quelle est la technique qui a été utilisée, puisqu'il y a 5 techniques. Comme vous le dites, nous y reviendrons. Mais on ne sait pas avec quelles techniques ils sont arrivés à ces résultats. Mais comment personne jusque-là n'avait pas pu découvrir cela ou carrément dénoncer? Madame, mais même moi, quand j'écrivais les livres, la publication, je disais les candidats les mieux élus. Ça dit, je ne voulais pas soulever pour dire les candidats qui ont été élus par fraude. C'était un terme bon. Bon, on dit dans la publication, il ne faut pas dire des choses qui blessent. Mais c'était déjà ça. C'était pas... En fait, la majorité, telle qu'elle s'est présentée là, c'est une majorité qui a été préparée pour déjà contraindre le président à être dans une position où il doit négocier avec une majorité d'office imposée par les écritures ou les comptages de la CENI précédente. Alors, je l'ai dit tantôt, il se remarque que cette situation de plein de voix ou de 100% n'a été enregistrée que dans quelques provinces au détriment des autres. Mais comment... 22 provinces. Comment donc? 22 provinces, puisque moi, comme je vous l'ai dit, c'est les 22 provinces, il y a les 2 provinces de Ouélé, Bas-Ouélé et Haut-Ouélé, plus la Tchopo. Ça prend déjà beaucoup de députés. Alors, si on fait la lecture actuelle, ça dit l'auteur ou les auteurs de cette fraude, ils avaient préparé un coup où ils diraient, et je pense qu'il y a eu même une chance qu'il y ait changement de la majorité. Pourquoi donc une chance? Puisque ça pouvait exploser autrement que par le changement de la majorité. Supposons que l'FCC se soit cabré dans son entièreté pour dire que nous continuons à avoir notre majorité. Ça se serait passé comment? Ça dit soit le président allait dissoudre ce qui est de sa compétence, ce qui sera encore une crise plus grave, puisque organiser les élections dans un pays comme notre, où les premières élections étaient difficiles, organiser les élections législatives, ça ne se serait pas passé en 2 mois. Donc il fallait encore préparer. Dans l'entretemps, les institutions sont déstabilisées et la déstabilisation des institutions dans ce cadre. Mais pourtant, ces résultats ont été confirmés par différentes juridictions compétentes. Oui, madame, mais je pense, pour vous expliquer, pour avoir été, je n'ai pas assisté à la composition de la Cour constitutionnelle qui a fait les élections 2018, mais normalement, la Cour constitutionnelle traite des résultats présentés par la CENI, puisque la Cour constitutionnelle il ne va pas sur le terrain. C'est la CENI qui dit, voilà, tel candidat a eu autant, et à la limite, la Cour constitutionnelle opère sur les contentieux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une revendication, une réclamation des candidats qui a des preuves, c'est alors que la Cour constitutionnelle, mais dans les cas d'espèce, je pense qu'il y a eu aussi une carence de ces PV qui explique que la Cour constitutionnelle ne pouvait qu'avaliser. Il n'y avait pas d'autre option. Il n'y a pas... S'il y a eu corruption, il faut citer au niveau, alors... Mais moi, je pense que visiblement, si vous montrez cette liste, vous trouvez que visiblement, on attribuait aux candidats, puisque j'ai cité les candidats qui étaient bénéficiaires. C'est pratiquement tous ceux qui étaient plus proches de l'ancien pouvoir. Donc, mais est-ce qu'on devait parler de l'attribution? Ben là, de l'attribution de voix? Oui, mais ici, ce qu'on a fait, c'est une attribution de voix. Puisque comment un candidat, puisque ça, je le souligne, un mode de scrutin proportionnel. Puisque je ne sais pas si les gens savent, proportionnel, ça dit que
il y a une limite par rapport au quotient. Dès que vous atteignez le prochain siège, automatiquement on donne un autre. Or ici, même les voix que les autres candidats ont eu, puisque ces gens n'étaient pas seuls sur la liste, c'est une liste de 10 ou de, disons, au moins 8 candidats ou 7 candidats. Et vous prenez les voix de tout le monde, de toutes ces voix-là, vous donnez à un seul individu qui a la totalité de voix. C'est une anomalie. Et je pense que aujourd'hui, ce que j'appelle un crime contre la démocratie, puisque ça va nous poursuivre. Justement, quelles sont les conséquences pour l'avenir de la démocratie représentative? La démocratie représentative va traîner longtemps, puisque le problème, c'est de convaincre. Je pense que tous ces députés qui ont eu la totalité, en toute logique, ils doivent se représenter. Et ils vont se représenter avec l'avantage d'avoir eu la totalité de voix. Et humainement parlant, ils peuvent se demander comment moi qui ai eu la totalité de voix, ici aux élections ici, je n'ai pas gagné. Donc il y a eu fraude. C'est ce qui va se passer. Moi je devine, mais c'est aussi humainement parlant et compréhensible. Alors moi je me dis que ça c'est un crime. Dans des pays de longue tradition, non seulement que on est interdit d'exercer, puisque on peut pénalement être poursuivi. Et c'est dans les cas ici où non seulement les responsables de la CENI, responsables numéro 1, mais pratiquement toute la cellule technique qui peut être, parce qu'il n'y a pas une autre explication, poursuivi, puisqu'il y a un crime. Et ce crime, c'est crime contre la démocratie. Alors, l'autre biais que vous relevez, c'est l'application du mode de scrutin proportionnel au plus fort reste. En des termes de plus accessibles ou simples, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Moi, je voudrais dire, madame, puisque je suis de la législature qui a traité de cette loi, la première, il a été dit que lorsque vous utilisez le mot de scrutin au plus fort reste, ça dit techniquement, théoriquement, vous avez souscrit à 5 techniques. Lequel donc? Il y a la technique des lièvres, c'est-à-dire pour diminuer le quotient électoral, on ajoute un siège fictif. Comme ça là, en divisant par 3, au lieu de 2, vous avez quand même le quotient qui diminue. Vous avez les drop quotas, qui est la deuxième technique, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un siège fictif, mais on fait en sorte que dès le premier, s'il y a 3 sièges, dès le premier, même si le candidat a rempli les quotients électoraux pour 2 sièges, automatiquement, on donne le deuxième siège qui devrait lui revenir à un autre candidat ou une autre liste. Ça paraît injuste quand même. Oui, mais c'est des choses qui ont été mathématiques. Ça n'a pas été comme ça plus au hasard, puisque dire au plus fort reste, ça fait bien aux oreilles. Mais quand vous dites au plus fort reste, c'est qu'il faut connaître toutes les techniques. Et la troisième technique qu'utilise l'Italie, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire, on prend tous les sièges de ceux qui ont eu les quotas, les quotients, qui ont rempli, qui ont requis les quotas, les quotients électoraux, on divise par le nombre. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui ont gagné,
mais on divise par tout le monde, par tous les candidats. Ça, c'est impérialiste. Mais il y a aussi ce qui utilise l'Allemagne, c'est Niemeyer, qui est très complexe encore, puisque là, au lieu de un siège fictif, on ajoute 2 sièges fictifs. 2 sièges fictifs, c'est-à-dire que on diminue encore un peu le quotient électoral, de sorte à permettre aux petits partis d'y accéder. Le cas de l'Allemagne, comme c'est un État fédéral, et cet État, il y a beaucoup de composantes, de minorités et de communautés, on préfère toujours à ce que tout le monde se retrouve. Et c'est ainsi qu'on ajoute, au lieu de 1 siège fictif, on ajoute 2 sièges pour diminuer. Et enfin, le dernier, c'est, comme on dit, Hagenbach-Bishop, qui est pratiquement celui qu'on a utilisé en 60, c'est-à-dire la technique de Dante. On l'a utilisé en 60, on l'a utilisé en 64. C'est plus simple, puisque c'est proche de la plus forte moyenne. Tout ça, ça paraît compliqué, mais vous ne pouvez pas faire l'option d'un système, d'un mode de scrutin, sans connaître, expliquer à tout le monde. Et je parie que, en commençant par la tête, ils ne savent pas ce que c'est. Ça paraît très technique, oui. Mais combien de techniques avons-nous déjà utilisées ici en République Mais démocratique? il n'y en a pas. Aucune. Aucune. Puisque les gens, si, comme je vous l'ai dit, si on prend les 5 techniques du choix que nous avons fait, c'est-à-dire du plus fort reste, on ne pouvait pas avoir les résultats que nous avons. Les résultats, ici, signifie qu'on a attribué, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas une élection, mais on dit, vous aurez autant de voix. Et ça doit vraiment être évité, puisque les électeurs ne sont pas si imbéciles pour comprendre que une grande partie de ceux qui sont au Parlement n'ont pas été élus démocratiquement. Et ça crée déjà une tension entre la population et ce que nous appelons la démocratie représentative. C'est-à-dire, ceux qui sont au Parlement, ils ne se représentent qu'eux-mêmes, ou le pouvoir qui les a nommés. Et ça, il faut éviter. Alors, puisqu'on parle en quelque sorte du système électoral, de la représentation proportionnelle, oui. Mais quelle différence faites-vous entre les scrutins proportionnels au plus fort reste et de la plus forte moyenne? La plus forte moyenne, c'est ce qu'on a utilisé en 60, tout comme en 64. Mobutu s'en est foutu, puisque ça c'était le parti unique, c'est lui qui nommait. Mais la plus forte moyenne, c'est-à-dire, on prend ceux qui ont eu, si par exemple, il y a 5 sièges. On prend ceux qui ont eu les quotients. Par exemple, 3. Il reste 2. Mais vous n'allez pas dire que non, on donne à celui-ci ou celui-là. On fait la moyenne des 2. C'est comme ça, on dit la plus forte moyenne. On fait la moyenne des 2. On va voir parmi les 2 sièges qui restent, les candidats qui a eu la plus forte moyenne. Comme on dit, le plus fort reste, c'est-à-dire celui qui a eu les restes le plus grand. Oui. Et madame, ça c'est un cours qu'on donne à l'université. Tous les juristes publicistes sont censés connaître, c'est le professeur Diallo, et puis le feu professeur Samba Kaputu, qui donnait ce cours. Normalement, tout le monde doit savoir, quand vous faites une option d'un mode de scrutin, vous devez d'abord maîtriser la technique qui Mais lequel de 2 devait être favorable pour nous ici en RDC? Pour nous, pour éviter la complication, la plus forte moyenne aurait été mieux. Puisque le plus fort reste, c'est que vous devez choisir entre 5
techniques. Et les gens, la plupart des gens des CENI, ils ne savent même pas quelles sont les techniques qu'on utilise. Alors vous comprenez la gravité, tandis que la plus forte moyenne qu'on appelle la méthode Dante, c'est tout simplement comme je vous explique. On va voir des sièges qu'on attribue à ceux qui n'ont pas eu le quotient. On voit celui qui a la plus forte moyenne. C'est-à-dire en divisant par exemple 2, ils ont ici 100 voix, on divise par 2, c'est-à-dire 300 voix. Alors on voit celui qui est plus proche des 300 voix, soit 250. Dans ce cas, celui qui a 150, il n'a pas droit au siège. C'est technique, c'est pourquoi on appelle l'ingénierie électorale. Ce n'est pas quelque chose où vous dites, c'est bon, la plus forte moyenne, ou le plus fort reste. Et ça, nos politiques ne font pas attention. Que dans la démocratie, la plupart, lorsqu'on dit un régime présidentiel, ou semi-présidentiel, ou parlementaire, ou semi-parlementaire, ce sont des termes qui correspondent à des réalités, et à des modes de calcul, ou à des pratiques qui sont déjà connues et pratiquées ailleurs. On ne peut pas toujours fabriquer. Dit que pour nous, comme on dit la tropicalisation de la démocratie, ça dit nous faisons notre affaire. Non, ce n'est pas votre affaire. C'est une histoire où on doit, quand on parle des observateurs, en fait, ils viennent pour voir comment vous avez appliqué la technique. Mais en fait, quand ils arrivent ici, on leur donne déjà les PV déjà signés. Mais en parlant de tous ces aspects des choses, est-ce que vous avez de craintes? Je n'ai pas plutôt de craintes comme ça, in abrupto, mais j'ai plutôt une condamnation qui doit être faite. À l'endroit de qui? À l'endroit de la CENI précédente. Pour avoir fait quoi concrètement? Pour avoir fraudé. C'est-à-dire, quand on dit, on voit l'élection présidentielle. L'élection présidentielle a un autre monde puisque il y a, comme on dit, une circonscription unique. C'était tous les pays. Bon, ici, il peut y avoir une province ou une autre qui proteste. Ça passe encore. Donc, on peut dire qu'on a attribué, ça passe encore au niveau là. Mais ici, il s'agit de circonscriptions territoriales. C'est-à-dire chaque territoire constitue une circonscription. Et dans ces territoires, il y a des secteurs et des groupements. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un crime qui doit être puni. Et au plus fort raison, lorsque les auteurs ont la prétention de revenir, c'est comme dit l'auteur du crime, il revient toujours au lieu du crime. Il revient toujours. Puisque si disons, l'ex-président, il se cachait dans son coin, mais lorsqu'il dit que je vais encore devenir président, ou il voudrait poser sa candidature, ça dit que vous avez déjà préparé quelque chose qui doit sauter. En d'autres termes, si je ne réussis pas, c'est qu'il y a eu fraude. Donc, on pose déjà un problème très grave. Et ceux qui sont derrière, on les connaît. Ceux qui sont derrière cette stratégie, on les connaît. Pourquoi vous ne dénoncez pas carrément? Madame, moi je suis scientifique. Il y a comme on dit, des gens qui sont spécialistes, qui sont spécialisés, comme on appelle des donneurs d'alerte. Il y a des politiciens eux-mêmes. Et ici, je pense que ça a déjà eu lieu puisque l'Assemblée s'est remise en cause. Ils ont dit que cette majorité-là, ce n'est pas la nôtre. Ils ont créé une nouvelle majorité. Mais encore une fois, quand vous créez la majorité,
il y a les groupes parlementaires. C'est-à-dire il y a encore une répartition, un réajustement interne qui n'est pas évident. Ce n'est pas fait à un coup de tête. C'est réfléchi, c'est ordonné et c'est organisé. Alors, revenons sur l'actualité. Quelle solution pour des zones qui n'ont pas pu enrôler les électeurs pour des raisons sécuritaires, alors que la loi sur la répartition des sièges est censée être examinée pendant cette session de mars au Parlement? Oui, madame, moi j'ai eu l'avantage en 2016 de faire des estimations démographiques. En 2006, pardon. Et sur base des données de Léon de Saint-Moulin et de professeur Ngondo, qui se sont arrêtés en 1984, et moi j'ai prolongé en prenant le paramètre qui était déposé, qui était donné par les différentes les ONG qui s'occupent des réfugiés, de l'alimentation et de la MONUSCO aussi. On prend et on voit quelle est la croissance réelle qui a été faite par chaque circonscription. Donc, moi, chaque circonscription a son propre taux de croissance. C'est ce que j'ai fait en 2006. Ça a été utilisé. Et quand vous voyez bien les résultats, on dit référence ouvrage de professeur Bagnac aussi les estimations démographiques. Maintenant, je l'ai encore fait pour 2022. C'est-à-dire pour permettre à ce que dans une circonscription, on ne donne pas plus de population que ce qui est prévu. Sinon, c'est une faute d'office. Donc, j'ai déjà recadré, quitte à corriger, à voir, mais au moins les éléments sont écrits et c'est publié. Évidemment, comme les gens ne disent pas, ça c'est une autre chose, mais c'est publié. Cela veut dire, pour répondre à votre question, moi j'ai la plus grande crainte, puisque vous m'aviez parlé de la crainte, c'est que si le crime n'est pas dénoncé, que ça puisse se répéter. Et si ça répète, on connaît des cas, hein, Haïti et autres, hein, où vous passez d'un État à une organisation de gangs. Vous savez qu'en Haïti, pour passer d'un quartier à un autre, il faut payer. C'est un État. Les gangs se sont constitués en État. Et à force d'accumuler, on fait attention à l'élection présidentielle. Non, ce qui est le plus dangereux, c'est l'élection des circonscriptions électorales. Puisque là, chacun sait qui il a voté. Hein? Et on sait que ces parlements-là nous représentent ou ne nous représentent pas. Parce que quand on parle de la démocratie représentative, on ne parle pas nécessairement du président, ou principalement du président. On parle du Parlement, puisque c'est du Parlement que sort le Premier ministre. Alors, si je comprends l'idée, et c'est ce qui s'est passé, on a eu une majorité factice, on a désigné le Premier ministre, qui était prévisible, c'est de la majorité, mais à un moment donné, le Premier ministre, il s'est dit qu'il peut entrer, si pas le Premier ministre, mais les ministres, ils peuvent entrer en conflit, contester le président. Vous voyez les dangers qu'il faut aujourd'hui prévoir. Ça dit que faire un effort pour que non seulement la CENI, mais la Cour constitutionnelle soit vraiment préparée à faire de notre démocratie une démocratie réelle. Ça, c'est votre recommandation? Oui, puisque on n'y échappe pas.
la Sierra Leone est tombée là-dedans, et beaucoup d'autres États. Lorsque vous arrivez, d'abord, on ne peut pas parler de l'impunité là-dedans. Quand vous avez porté atteinte au système électoral, au système démocratique, vous ne pouvez pas vous pavaner et vous dire que non, moi, je peux me représenter, mais vous représentez après avoir fait une réserve frauduleuse de 3 provinces. Et puis, non seulement 3 provinces, mais là où vous avez donné la quasi-totalité, c'est-à-dire le représentant ou les députés à qui vous avez donné, ils ne doivent pas seulement allégeance et loyauté au président, mais ils doivent au chef de la CENI. Mais est-ce que eux-mêmes savent ça? Bon, ignorer, madame, ce n'est pas effacer l'existence de la réalité. Si les Congolais ignorent que nous avons, puisque la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que vous avez un président de l'Assemblée, comme c'était le cas, qui est tombé en une semaine. Le président du Sénat est tombé. Est-ce que vous trouvez normal qu'une majorité dans une Assemblée nationale puisse comme ça balayer un président de l'Assemblée ou un président du Sénat? Et ils sont partis, ils sont réclamés. Ceux qui savaient qu'ils ne représentaient pas grand-chose. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'ils ont préparé un coup. Puisque le coup, c'est lequel? Et les Congolais, comme vous le dites, ils l'ignorent. Le coup, c'est lequel? C'est que au niveau du Congrès réunissant l'Assemblée et le Sénat, ils ont préparé un règlement intérieur qui les autorisait à mettre en accusation les chefs de l'État. Et ce décret, ce règlement a été validé par la Cour constitutionnelle. Donc ça existe. On n'a jamais... Ça y est au journal officiel. C'est des incohérences qui sont... Un autre point d'actualité, c'est l'alignement de la proposition de loi dite Tchani à l'Assemblée nationale qui déchire déjà l'opinion. Mais quel est votre point de vue? Madame, dans tous les pays du monde, l'accès aux hautes fonctions de la République, ça donne toujours lieu à des critères particuliers. Et ça ne gêne personne. Vous ne pouvez pas dire que... Bon, si on vous dit que... surtout que nous avons des expériences dans notre pays, où l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agression, les M23, c'est qu'ils ont été favorisés par quelqu'un qui a préparé l'infiltration au niveau de l'armée, au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, qui a lié, en fait, les Congolais. Mais les gens peuvent aussi se poser la question, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui se dit Congolais peut comploter contre son propre pays, bien que parmi eux, ils disent toujours que non, on le fait avec les Congolais. Mais regardez, Roubaix a fait combien de temps? C'est pas normal. Et dans le même secteur, la décentralisation. Bon. Alors, quelle est votre lecture par rapport au déroulement du processus d'enrôlement des électeurs? Tel que ça se présente actuellement, je pense que ça est dans les bons. Rien à reprocher? Ben, évidemment, il y a à reprocher sur le point d'audit. Puisque quand on me dit que il manque encore l'argent, il faut nous dire combien vous en avez reçu.
Puisque vous ne pouvez pas dire que dans ce pays-ci, on doit faire des élections de 1 milliard. Lorsque vous avez déjà reçu 600, il faut que le peuple sache, avant qu'il y ait élection, l'audit sur l'utilisation de ce que vous avez reçu. C'est bien bon de réclamer, mais vous ne pouvez pas toujours réclamer, et alors qu'il y a toujours des carences, en termes par exemple de machines, en termes de personnel, on parle des arriérés de paiement, et celui qui n'a pas payé, il veut être président de la République. Ah. Voilà. Alors, professeur Baniakou, ce sera ma dernière question. Qu'y faut-il faire pour revenir à un processus électoral plus crédible? Ça, c'est une volonté politique. Une volonté politique et une conscience collective. C'est-à-dire, les gens doivent savoir, lorsque vous votez, c'est que vous donnez un pouvoir à quelqu'un. Et ça, bon, je pense que nous avons reçu quand même plusieurs sessions électorales. Et les gens, peut-être, ils ont une conscience un peu plus réveillée. Mais ce que moi, je demande, c'est qu'il faut qu'on nous arrête de mettre comme candidats des gens qui sont déjà contre le Congo. Et ça, ça dit qu'on nous crucifie. Bon, notre génération, c'est déjà passé. Mais pour les générations qui viennent, ça risque d'être encore plus explosive et encore un peu plus musclé que nous. Nous, on a encore la politesse de dire que voilà, il y a eu fraude, mais ils ne vont pas vous dire qu'il y a eu fraude. Ils vont aller vous chercher pour dire que expliquez-nous ça. Et ça ne serait pas bon. Pour 2 cycles, ou surtout les 2 prochains cycles électoraux, où nous aurons sûrement pour ici, c'est-à-dire de 2023 à 2028, il y aura l'alternance. Bon, on peut nous dire, nous vendre alternance pacifique, alternance, comme j'entendais quelqu'un dire que voilà, il y a une remise et reprise. Mais vous avez triché et vous pensez que les autres sont imbéciles. Moi c'est ça qui, madame, ça je dois vous l'exprimer. Ce qui est très grave, c'est que il y a des gens qui croient que tous les Congolais sont tellement imbéciles qu'ils ne comprennent rien à rien. Bon, dans cette histoire, il y a eu élection. Mais il y a des gens qui ont noté qu'il y a eu des députés à qui on a donné la totalité ou la quasi-totalité de voix. Il y a des gens qui notent. Si ce n'est pas nous, mais il y a aussi des agences, des groupes de réflexion qui notent ça. Donc, moi, je pense qu'ici, les dangers pour le Congo, c'est d'avoir cette répétition toujours des candidats qui viennent pas pour servir le peuple, mais je ne veux pas, je ne suis pas dédié de paix, c'est pour dire le peuple d'abord, mais je pense que c'est quand même un paradigme important. On dit qu'on est une république démocratique. C'est pour d'abord servir le peuple. Et je pense que, madame, il y a encore des efforts à faire. Un petit mot pour clôturer? Un mot pour clôturer. Je voudrais que ceux qui commettent le crime contre la démocratie soient punis. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.